Alors, nous sommes ravis, Denis, de vous accueillir pour cette 8e conférence 20-40 Nature et Découverte. 40 minutes pour apprendre, 20 minutes pour comprendre. Et donc, vous aurez compris ce soir sur la thématique de la survie, avec votre livre Survie, mode d'emploi. Alors, Denis, pour vous présenter brièvement, vous êtes un des leaders en France de l'organisation de stages de survie en milieu naturel. Donc, votre vie, c'est l'aventure extrême. Bah, oui, oui. Vous me disiez avant de commencer que vous passiez une nuit sur 3 dehors. Voilà, alors si c'est ça l'extrême, bah oui. Oui, oui, voilà. En 20 ans, plus de 2000 stagiaires sont passés entre vos mains, des plus grands aventuriers aux personnes les moins aguerries. Alors depuis que le livre a été écrit, maintenant on pourrait dire 3000. D'accord, 3000 personnes. La montagne, la mer, les airs, le désert, la jungle sont des lieux où l'on peut se retrouver facilement en situation de survie lorsqu'un accident se produit ou qu'une situation a été mal préparée. La nature est toujours la plus forte, expliquez-vous dans votre ouvrage. Avec vous, le but, c'est justement de se préparer, d'apprendre à anticiper ce genre de situation pour ne pas tomber en situation de survie. Votre livre est passionnant, qui emprunte à bien des domaines, les connaissances en physique et en sciences naturelles, un petit côté MacGyver dans l'inventivité, un aspect presque ingénieur pour l'élaboration des abris, notamment, l'adoption de réflexes automatiques qui font parfois penser à un entraînement militaire. On en reparlera. Beaucoup de sang-froid, en tout cas. Alors, on comprend que pour ne pas tomber dans la survie, en fait, il faut être formé, entraîné, cela ne va pas de soi. Et c'est ma première question. Dans une situation extrême, justement, ne peut-on pas déjà compter sur son instinct, son bon sens? Est-ce que la survie, ça s'apprend forcément? Bah, si on n'a que ça, si on n'a que son instinct, il faut bien compter dessus. En définitive, quand l'important c'est de savoir quel est le sens du mot survie. C'est ce que je dis dans mon livre. Paris Hilton, elle se pète un ongle, elle est en situation de survie. Par contre, Mike Horn, que tout le monde connaît, à l'époque, quand j'ai écrit, personne ne le connaissait à part les initiés ou ceux qui avaient déjà lu son livre ou ses livres. Bon, ben voilà, lui, il lui en faut un peu plus. Moi, j'estime aussi qu'il m'en faut un peu plus que de me péter un ongle. Quoique là, je me suis... Non. C'est une notion relative. Ouais, c'est une notion relative et on est 7 milliards sur Terre et il y a 7 milliards de façons de voir le mot survie ou la situation de survie. Donc tout dépend où sont nos limites. Moi, j'ai l'habitude de dire en stage que la vie, la difficulté de la vie, c'est une grande ligne avec un curseur. Niveau 0, c'est Paris Hilton. Niveau 100, c'est moi. Et le but du stage, c'est de repousser ce curseur un peu plus vers l'extrême. Et donc, que vous soyez Paris Hilton ou un trekker, ou un policier, ou un militaire de carrière, un pompier de Paris, ou une mamie qui fait des randonnées, ou un gamin, ben voilà, on va essayer pendant ce stage-là de repousser un peu le curseur vers ce qui pourrait sembler a priori inacceptable ou là je vais mourir. Et ben, tout compte fait, après 2 jours d'initiation à la survie, non, c'était pas encore le point ultime où j'allais mourir. J'ai vu qu'il y avait encore des possibilités, on avait des capacités, il y avait certaines techniques qui pouvaient nous amener. Avec vous, on repousse ses limites? C'est un peu ça le but? Oui, 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 mais alors On après, apprend à se connaître. après, ça fait peur. Oui, oui, oui. Voilà, les plus grandes limites, ce sont celles que l'on se fixe soi-même en définitive. Moi, j'arrive avec un œil neuf, je connais pas les gens, je connais juste leur âge, je vois un peu comment ils sont gaulés. C'est une fille, un homme, Il un n'y a pas enfant. de test physique. Non, 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 non. On choisit pas les personnes avec qui on tombe en survie. On choisit pas quand on tombe en survie. Qu'on fasse 120 kilos ou 35 kilos, qu'on ait 18 ans ou 75, eh ben on peut tomber en survie avec des gens qui sont complètement à l'opposé de nous, et bien il faudra faire avec. Alors, comment êtes-vous devenu expert dans cette matière, cette pratique plutôt pointue? Est-ce que vous êtes un ancien gars du, du GIGN? Est-ce que vous étiez petit, un Robin des Bois en Alors, culotte courte? on n'a que 20 minutes. Non, non, mais Brièvement. pour résumer, c'est un parcours de vie en définitive. J'ai accumulé plein, plein, plein d'expériences au fil des années. Et puis, j'ai été sportif de haut niveau, pas longtemps, mes genoux n'ont pas tenu, je n'étais pas assez musclé. D'ailleurs, c'est le grand drame de ma vie, je ne suis pas assez musclé. Voilà. Mais tout compte fait, maintenant, j'en tire un avantage, parce que quand on n'est pas musclé, on ne dépense pas beaucoup d'énergie en survie. Et quand on a un petit peu de bourrelet, comme moi, génial, on a des réserves, donc parfait. Voilà, j'ai été animateur dans les clubs de vacances, pour enfants, pour adultes. J'ai fait le tour de l'Europe à pied quand même, comme un clodo pendant 1 an. J'ai bourlingué sur tous les continents, sur plus de 100 pays.
J'ai été designer, j'ai été aux Beaux-Arts, j'ai tous les diplômes de fabrication du bois, du CAP au BTS. Voilà, je suis ébéniste, charpentier, tout ce qu'on veut. Voilà, tout ça mis bout à bout. Voilà, j'ai connu ma femme aux Beaux-Arts, qui était une bonne périgourdine de chez nous, qui possédait une ferme de famille avec des bois. Et puis un soir, avec une bière de trop dans le buffet, ben, j'ai un copain qui m'a dit, que j'ai jamais revu, qui m'a dit, mais pourquoi... Enfin, c'était la crise, on en avait marre, la crise de la quarantaine. Voilà. Mais il dit, pourquoi tu fais pas des stages de survie? Oh, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et voilà l'idée, comme dans Tex Avril, hein, l'ampoule s'est allumée. Et le lendemain, on faisait un blog, parce que je savais faire. Ma femme était graphiste, moi aussi. Donc on a fait un blog qui s'est transformé très vite en site internet. Et puis c'est parti comme ça. Et C'est quelque chose que vous aviez déjà expérimenté aux ah ben, États-Unis, par exemple? non, 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 Oui. non, pas du tout. Mais moi, je fais des cabanes. Moi, quand j'avais son âge, je chassais le ragondin au lance-pierre dans mes marais en Charente, quoi. Justement, je voulais vous demander si vous aviez une connaissance ou un apprentissage particulier par rapport à la nature, hein, parce Oui, que moi, je voulais être. Quand j'ai eu mon premier Polaroid, je voulais photographier que les animaux. Voilà, je photographie que des animaux. Après, j'ai voulu être archéologue. Et puis après, euh, garde forestier. C'est là où à l'école, ils m'ont dit garde forestier, tu vas faire un CAP menuiserie. C'est pareil, c'est dans le bois. Bon. Et puis on revient à ses premières amours, hein. Maintenant, je suis spécialisé à la survie, mais qui nous apprend mieux la survie que nos ancêtres? L'homme de la préhistoire avait plein de techniques Mm. qu'on a perdues. Je passe ma vie dans la forêt, tiens, garde Mm. forestier. Mm. Et puis voilà, et tout ce que j'ai acquis quand j'étais gamin, quand j'étais ado, quand j'étais même sportif de haut niveau, ça me sert mais tous les jours pour gérer un groupe. Moi, quand j'étais sportif, je me considérais moins bon que mes coéquipiers. Mm. Et pourtant, on me mettait le brassard de capitaine. Là, j'ai jamais compris ça. Et ben maintenant, je Un comprends. leader né. Non, non, même pas. Enfin, je sais pas. Je mettais en valeur les autres. Est-ce que vous constatez justement pendant vos stages une certaine perte de nos réflexes primaires, Ah, due mais peut-être à des vies un peu trop confortables? alors là, on est à Paris, donc la plus grande ville de France. C'est typique. J'ai Mm. pas mal de Parisiens qui veulent venir et qui sont venus. J'en vois certains qui sont venus en stage. C'est pour retisser un lien avec la nature. Ça fait, pour moi, 2 générations. On a perdu Mhm. le contact avec la nature. On avait tous un grand-père qui était agriculteur ou qui vivait dans la De la campagne. terre. Ouais. Voilà, il tirait ses ressources de la terre. Et puis, ben, en 2 générations, on s'est coupé de ça. Hein, maintenant, on a pratiquement tous nos grands-parents qui vivent en ville. Et on n'a plus ce lien viscéral, ancestral à la terre, donc ça, on s'est coupé. Mm. Et fatalement, quand les gens viennent en stage, bah, ils viennent pour ressentir la terre, avoir les ongles noirs, Mhm. retisser un lien avec leurs ancêtres. Enfin, on a besoin de ça. Pour moi, c'est impératif. Et je sais même plus quelle était votre question. Non, non, si voilà, si vous pensiez que peut-être il y a 2 ou 3 générations, on s'en serait mieux sorti Oui, ouais, en ouais. situation extrême Mais qu'aujourd'hui, j'ai- naturellement, disons. Ouais, ceux qui m'ont appris le plus sont les vieux. Hein, enfin, je les appelle les vieux, c'est affectif tout ça. Hein. Pour moi, un noir, il est noir, il n'est pas black. Les vieux sont vieux. Moi, je fais partie des vieux maintenant. Les Et puis un seniors. jeune est jeune. Ouais, ouais, ouais. Mais bah, c'est à l'image de la survie. Il faut être brut et droit dans ses bottes Dire les pour être. choses. Voilà. Et oui, les anciens m'ont appris énormément. Mhm. Quand vous avez un ancien que ça fait 80 ans qu'il est dans sa même forêt, son périmètre de vie, ça a été juste une journée de vélo autour de son habitat. Il connaît chaque arbre, chaque plante. Bon, bah, vous l'écoutez religieusement, il vous en apprend, mais et si, ben là, je pense à un, s'il n'était pas mort, ben il m'en apprendrait encore. Mm. Et puis plus on en sait, plus on s'aperçoit qu'on ne sait pas grand-chose. Donc c'est boulimique tout ça là. Alors la tendance du mode survie est très à la mode, justement. Ouais. Aujourd'hui, dans les vêtements de sport, dans l'outdoor, dans les loisirs en général, on trouve d'ailleurs pas mal de kits de survie qui peuvent nous donner l'impression que le danger nous guette dans chaque GR. Est-ce que selon vous, on vit des temps vraiment plus dangereux qu'autrefois? Est-ce qu'on prend plus de risques? Ou est-ce qu'on est devenu aussi plus frileux, plus angoissé? Et ben voilà, les trois à la fois. Non, mais sûrement. Je disais tout à l'heure que le grand-père là que je connaissais, il a vécu dans un environnement qui était à une journée de vélo de son domicile. La génération de mes parents, c'était une journée de voiture. Moi, c'est une journée d'avion. Bon, elle, ça sera une journée de fusée, j'en sais rien.
Ça, c'est Patrick Baudry qui me l'a dit, hein, c'est pas moi. Mais voilà, tout ça est exponentiel. On va de plus en plus vite, de plus en plus loin. Donc on prend de plus en plus de risques parce qu'on s'éloigne de plus en plus de nos bases. Et c'est de plus en plus dur de s'adapter très vite parce que le monde va de plus en plus vite à la situation qui est donnée. Donc fatalement, ben, on s'expose. Voilà. Donc peut-être qu'on prend plus de risques. On se fait plus peur aussi. Alors on se fait plus peur parce que les médias, les chaînes d'infos, etc. sont hyper anxiogènes. Donc fatalement, ça nous imprime des images, on a peur de tout. Maintenant, il faut pas nier, on est dans un monde peut-être plus dangereux. Maintenant, la grippe espagnole a fait plus de 120 millions de morts durant la guerre 14-18. On n'en parle plus. Voilà, tout est relatif aussi. Je veux pas un mort à cause des attentats, c'est un mort de trop, on est d'accord. Mais quand on revoit l'histoire des pandémies, des guerres et compagnie, ben, ma foi, ça fait quand même 2 générations où en France, on vit en certaine sécurité. Il n'y a pas eu de guerre quoi, en Europe là. Donc voilà. Et la troisième, c'était quoi la... Si on est plus angoissé, ben oui, Bah vous oui, avez bah ouais, répondu. ouais, ouais, voilà. Est-ce que selon vous, le risque zéro, justement, si l'on fait des stages avec vous, ça n'existe pas? Et comment se préparer à ce moment-là? Alors, ouais, non, le risque zéro n'existe pas, N'existe pas. bien sûr. Comment se préparer? La plus grande qualité de quelqu'un qui arrive à survivre longtemps, c'est quelqu'un qui ne stresse pas, qui arrive à faire fonctionner son cerveau correctement. Et pour pas stresser, il faut s'entraîner. Parce que si vous possédez les techniques, si votre corps connaît les sensations que vous allez vivre, eh ben vous n'allez pas stresser. C'est un cercle vertueux. Il est utopique de dire, bah ouais, je ne me suis pas entraîné, je ne sais pas comment on survit, je ne sais pas comment on fait du feu, je ne sais pas comment on construit un abri, mais je ne stresse pas. Bon, moi, j'ai jamais connu ça. Mais Donc, avoir des automatismes. oui, alors ça, c'est le meilleur entraînement possible. C'est ce que fait l'armée, c'est ce que fait la police, c'est ce que font toutes les professions à risque. Mais même, j'ai plus loin, j'étais sportif, je sais ce que c'est. On s'entraîne énormément pour qu'il y ait des mécanismes, des automatismes sur le terrain pour qu'on puisse jouer avec ses coéquipiers d'une façon automatique pour planter des buts et gagner. Mais même un musicien, je sais un peu jouer du piano. Ma grand-mère était concertiste. Vous allez dire, ce mec, il sait tout faire, mais je sais tout faire un peu, donc je sais rien faire en France. C'est ça le problème. En France, il faut être hyper ciblé, mais je suis un touche-à-tout. Mais on s'entraîne énormément quand on est pianiste. J'ai jamais été pianiste parce que j'ai pas de talent, mais eh ben, c'est un peu la même situation que rencontre un pompier qui s'entraîne jour après jour pour éteindre l'incendie dans une situation bien donnée, pour que le jour J, eh ben, son cerveau ne fonctionne même plus. Avec 2 synapses connectées, paf, il va faire les bons gestes et il va être le plus efficace possible. Et ça, c'est génial. Après, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps de s'entraîner à outrance pour de devenir une espèce d'automate pour réagir en situation de survie. Donc, il faut absolument connaître, pour moi, certaines petites techniques, un certain savoir-faire, et puis de réfléchir du mieux possible, de se poser, de souffler, d'oxygéner son cerveau, et puis d'employer la moins pire des techniques possibles pour pouvoir prolonger la vie. Alors, sommes-nous également armés face à une situation dangereuse? Est-ce que vous avez observé, par exemple, dans vos stages, des différences entre les hommes et les femmes dans l'appréhension d'une situation de Je survie? sais ce que vous voulez que je dise. Et alors moi, je me posais la question, est-ce que c'est les gens les plus intelligents, entre guillemets, qui s'en sortent le Ah, mieux? mais il y a plusieurs sortes d'intelligence, ma pote dame. C'est ça. Et l'intelligence du survivor, c'est pas forcément l'intelligence d'Einstein, quoi. C'est ça le problème. Alors, Hein. sur les hommes et les femmes, déjà. Alors, les femmes sont largement supérieures aux hommes en Elles situation de survie. survivent mieux, c'est Mon ça. livre est en vente à la fin, mesdames. Mais non, c'est Parce vrai. qu'elles ont des réflexes différents, une façon différente d'appréhender la Alors, situation. oui, mais ça, alors oui, il y a plein de théories foireuses, plus ou moins. En tout compte fait, on ne sait pas trop, hein. Il y a plusieurs trucs qui s'affrontent, plusieurs spécialistes. Hein. La femme est moins bonne en orientation que l'homme parce que au temps de la préhistoire, elle faisait la cuisine, puis l'homme allait chasser. Il allait faire Mais la ouais, cueillette. mais Yves Coppens m'a dit, ben non, les hommes et les femmes allaient chasser avec les enfants, allaient cueillir avec les enfants. Tout se faisait en groupe et il fallait être le plus efficace ensemble. Donc c'est faux. Allez hop, on balaye tout ça. Mais vous, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce Donc, que vous observez? En résumé, moi, j'ai pas n'importe quelle femme qui vient à ma stage. C'est déjà des warriors. Hein, il y en a déjà moins que les hommes. Donc les filles qui viennent, c'est qu'elles en veulent. Hein. Une volonté. Surtout, j'ai un stage qui s'appelle Bite et Couteau. Quand elles viennent à un stage Bite et Couteau, c'est que vraiment, elles en veulent. Alors donc, je suis pas tellement objectif. Maintenant, il faut bien constater que celles qui viennent à mes stages, eh ben, elles sont vachement beaucoup plus volontaires, elles sont dures au mal, elles abandonnent jamais, elles en veulent vraiment.
enfin, oui, je l'ai écrit dans mon livre. Ça fait bien ça. Je l'ai écrit dans mon livre. Ça le fait, non? Je m'entends parler et je m'impressionne moi-même. Euh, non, je l'ai écrit. C'est vrai que les femmes, et le premier exemple que j'ai en tête, c'est ma femme. Vous êtes des tueuses, quoi. Vous abandonnez jamais. Vous êtes des pitbulls, quoi. Quand vous avez quelque chose en tête. Une Hein. certaine ténacité. Ah ouais, ouais. Et bonjour Nadia, c'est ma femme. Et justement, alors est-ce que je peux vous demander, est-ce qu'au début d'un stage, vous repérez tout de suite ceux qui vont poser problème? Est-ce qu'il y a Ouais. des critères? Oui, mais je me trompe toujours. C'est ça qui est chouette. Ça, c'est intéressant. Oui, je me trompe toujours. Et alors, souvent, je parle des femmes parce qu'elles sont en minorité. Donc, les pauvres, quand elles arrivent, elles ont droit à aller, voilà, le treillis et tout, la montagne de 2 mètres, 120 kilos. Moi, je fais de la muscu. Voilà, ok. Je dis, on comptera les points dans 24 heures quand tu n'auras pas mangé de repas, alors qu'elles, 2 fraises des bois, elles n'auront même pas faim. Mais les femmes sont pour finir avec les filles, oui, souvent vous êtes des plus petites machines que nous. Nous, on est des espèces de Ferrari là qu'on met au point. Il y a un réglage très spécial. Et vous êtes un moteur de 2 chevaux. Sauf qu'à 2 chevaux, elle va très loin avec 2 litres. Alors que la Ferrari, c'est 20 litres au 100 et on se dérègle très très vite. Et nourrir des muscles, c'est beaucoup plus compliqué que nourrir un petit estomac d'oiseau. Donc les femmes de 45-50 kilos, là, tout mouillé, avec un petit peu de hanche quand même, un petit peu de réserve dans les seins et dans les hanches, bah, Elles vont plus ça loin. tient beaucoup plus longtemps. Et puis souvent, c'est elles qui sont les leaders, mais elles ne savent même pas. Parce qu'elle catalyse toute l'attention, c'est une petite femme fragile, il faut la protéger. Et tout compte fait, c'est elle qui se met plutôt à faire les pansements pour ces messieurs qui se sont servis d'une machette, qui ne savent pas, donc ils se sont coupés un peu le doigt. Donc ils crient maman parce qu'il y a 2 gouttes de sang. Et puis, à fond un peu le lion, à fond la maman, l'infirmière, un peu tout ça, à fond l'être fragile. Tout compte fait, on se rend compte qu'avec le recul, parce que moi j'essaie de rester en retrait, je laisse vivre, et ben, c'est elle qui gère le groupe. Mais elle ne sait même pas elle-même. Elles ont un rôle primordial. Et c'est après, quand on débrief, ils se rendent compte de ça, les gros baraques. C'est assez rigolo. Alors rentrons dans le vif du sujet. On veut tout savoir comment se passe un stage avec vous. Bien. Déjà, est-ce que vos stagiaires ont l'occasion d'expérimenter en fait des dangers, grosso modo? Est-ce qu'il y a une espèce de catalogue des dangers et ils peuvent choisir ce à quoi ils veulent se préparer? Est-ce que vous préparez, par exemple, quand on parle d'aventurier, c'est pour des situations, des aventures précises? Est-ce que vous savez vous-même le type de danger que vous allez rencontrer? Comment ça se passe? Bah, le plus grand danger, c'est celui qui n'est pas préparé, parce que autrement, c'est pas rigolo. Donc, moi, il y a un déroulé type du stage. Et puis après, ce qui fait vraiment le déroulé du stage, c'est Dame Nature. Hein. Donc on ne vient pas en disant je veux me préparer à affronter des loups, des ouais, ours, alors, je fais dans la merde des loups. non, enfin des animaux, ou moi je veux savoir préparer un feu. Moi, Oui, je veux oui, savoir, si, si. Ben, chacun arrive avec ses objectifs bien précis. D'ailleurs, on fait un tour de table et tout le monde dit, ben, moi je viens là parce que je veux préparer le GR20. Mettons, je vais le faire cet été et je veux vraiment être en parfaite sécurité. Je ne veux pas faire le pas de trop qui va me faire tomber en situation de survie. Et puis après, vous avez une famille qui vient passer un week-end atypique. Puis après, vous avez quelqu'un qui cherche l'adrénaline, etc. Tout le monde trouve son compte parce que c'est des petits groupes, donc on arrive à faire du cas par cas. Mais après, vraiment, ce qui fait vraiment le programme, c'est la nature. Si elle a décidé qu'elle allait faire 40 degrés à l'ombre, eh ben, on va plutôt parler de l'eau et comment garder son eau, comment fabriquer de l'eau potable. Parce qu'il va falloir qu'on boive beaucoup. Si elle a décidé, comme là dernièrement, qu'il fasse un sale temps, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il y ait de l'orage et qu'il gèle au mois de fin avril, eh ben, on va plutôt parler de comment on se met au chaud et comment on fait du feu sous la pluie. Donc tout compte fait, c'est elle qui fait le programme. Et le plus grand conseil que je peux donner aux gens, c'est de dire, il faut bien garder à l'esprit que c'est la nature la plus forte. Et nous, on ne fait que composer avec elle. Si on se dit, ouais, mais moi j'ai les techniques, je vais être plus forte qu'elle, on est mort. Et puis après, deuxième élément, c'est les stagiaires. Quand vous avez 10 ou 12 personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent d'horizons complètement différents, c'est eux aussi qui doivent trouver leur place, doivent s'épanouir dans le groupe. Et ce sont les stagiaires qui font eux aussi leur programme. Nous, on est juste là pour les influencer, pour les orienter, pour les guider, pour les pousser dans leur retranchement. Mais après, si le mec ne veut rien faire, s'il veut rester au pied de l'arbre pendant 48 heures, il ne va pas mourir. Hein. C'est son problème, hein, voilà. Mais alors, voilà, je leur dis ça, donc ça les provoque. Donc ils sont hyper actifs et tout. Et je leur dis, oh, ouais, calmez-vous, calmez-vous. Parce que les gens veulent tellement faire beaucoup de choses qu'ils ne se rendent pas compte que
ben, on peuvent s'épuise très s'épuiser, vite, ouais. très très vite. Mais y a-t-il quand même des degrés de difficulté? Est-ce qu'on peut Oui, dire de vous qu'on a envie de faire un certain nombre de kilomètres par jour oui, alors là, c'est au téléphone, c'est à l'inscription. Mhm. Parce que j'ai des stages, c'est juste une nuit en bivouac, Mhm. c'est 2 jours, c'est l'initiation, etc. Bon, ça C'est va. plus accessible. Après, il y a les fameux, c'est très provocateur, mais surtout le temps plein, ça plaît vraiment aux femmes qui achètent un cadeau à leur mari pour leurs 40 ans. Ou, ah, tu veux en chier, tu vas voir. Tu as regardé koh, tu crois que c'est facile? Alors ils achètent un stage bite et couteau. Et ça, c'est 2 jours en bivouac, ça paraît peu, Mhm. mais c'est 3 jours en situation de survie. Et là, on ne part qu'avec sa tenue de randonnée et son couteau dans la poche. Donc, Donc pas de duvet, rien du tout. concrètement, donc pas d'alimentation. Ah non, pas de téléphone, Bonne. pas de briquet. D'accord. Le stage d'un week-end, c'est avec un sac à dos, un duvet, la lampe frontale, une gourde remplie. Voilà. Et un couteau. Le bite et couteau, c'est juste son couteau dans sa poche. Et puis après, il y a le stage nomade. C'est-à-dire ceux qui veulent faire un peu plus, c'est 24 heures de plus. Donc c'est 3 nuits en bivouac. Et là, on fait à peu près 10 km par jour. Donc là, on marche, on fait un effort. Donc c'est encore un peu plus dur. Mhm. Et puis après, il y a à l'étranger, il y a dans le désert, donc c'est 24 heures de plus encore. Donc c'est dans le désert, donc je leur montre que le désert, c'est pas si hostile que ça, et que le désert, c'est pas que des dunes. 80% des déserts sur la Terre, c'est de la rocaille. Puis il y a le lac à sécher, enfin voilà, je les emmène dans les endroits où ils se rendent compte que le désert, ben, ouais, il y a de la biodiversité quand Il y a des même, on peut ressources. trouver, il y a des ressources. Et puis il y a dans la jungle, alors c'est encore un autre effort. Et puis eh ben, il y a tous les biotopes comme ça, et il y a un stage où alors là, c'est l'aventure ultime, on va dire. C'est un stage qu'on appelle Terra Incognita, c'est-à-dire que les gens font un gros chèque, Ils ils savent savent pas où ils vont. Voilà. Et le stage est toujours plein, donc ça me fascine. Parce que la moitié des stagiaires, je les connais, mais l'autre moitié, bah, je les connais pas. Et ils m'ont fait un chèque en blanc comme ça, et puis ils apprennent la destination, bah, un peu comme l'émission, hein, vous savez, à l'aéroport. Et puis bah, là, c'est à moi de ne pas les décevoir. Donc généralement, c'est des destinations. Le stage Philippines, mettons, maintenant c'est un stage régulier. Ça a été un stage Terra Incognita il y a quelques temps de ça. Voilà. Et alors, sur le terrain, à quoi sont-ils le plus sensibles? Au manque de nourriture, Ah, au manque on de me parle. sommeil? Oh là là, la nourriture, si vous savez, allez Français, Les on Français. est vraiment obsédés par ça. Hein. Je leur dis, je démine tout de suite la situation. Je leur dis, nourrir, c'est pas important. On peut durer plusieurs semaines sans manger. C'est vrai? Ouais, on n'est pas chouette. Mhm. Mais la fameuse règle de 3 que j'explique dans le livre, Mhm. On y vient. on est 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire. On est dans le même état, pardon, 3 semaines sans manger que 3 jours sans boire. Ah. Donc, vaut mieux trouver à boire. Mhm. Et on a 3 jours pour faire les 3 choses essentielles, c'est-à-dire trouver à boire, avoir un abri et avoir le feu. Voilà. Parce qu'au bout de 3 jours, on est vraiment très fatigué. Et si on n'a pas réussi à avoir ces 3 trucs, ben on est vraiment dans le merde, comme dirait l'autre là. Mhm. Voilà. Donc il faut vraiment faire ces trucs. C'est une règle de base, hein. C'est pas vrai. Moi, j'ai fait 4 jours sans boire, sans le faire exprès un jour. Bon, ça se trouve, je le refais demain. J'ai clamsé au bout de 2 jours. Mais là, ça s'est trouvé comme ça, par hasard. Et je me suis rendu compte que ça faisait 4 jours que je buvais pas. Et je suis pas un surhomme, hein. Mhm. Je suis pas un surhomme, mais donc c'est pour mettre les priorités dans le bon ordre en définitive. Donc en stage, vous observez, c'est l'alimentation Voilà, qui l'alimentation prime. c'est une obsession. J'essaie de virer le problème très Oui. vite, mais tout compte fait, ça revient toujours sur la table, qu'à de le dire. C'est ça se mange et ça se mange pas et je peux le manger. Bon alors on mange des orties, on mange des vers de terre crus. Les gens payent pour manger des vers de terre crus. Non mais je leur dis oui, c'est la masse de viande la plus présente sur Terre, c'est des protéines, oui, il y en a 200 kilos à l'hectare, oui, bah oui, ça se mange. Je peux, bah oui, je vais te montrer comment il faut faire, faut le vider, tout ça, mais je lui fais le cuire. Hein. Non, non, cru. Bon, bah voilà. On les paierait pour faire ça, ils gueuleraient. Bon, voilà, Mm. c'est rigolo. Hein. Mais manger, manger, manger. C'est ça. Et le sommeil, la fatigue ou Ouais, non, c'est les bruits dans la forêt. Les araignées, les insectes. des là. peurs? Ouais, les Mm. peurs, les peurs. Mais ça date de l'enfance. Ouais, moi, on m'a dit déjà dans le Périgord, on m'a demandé s'il y avait des ours dans le Périgord. Quoi. Ouais, il y a des gens qui partent de très très loin. Moi, je me rappelle d'un stagiaire. Mais oui, mais alors, voilà, je m'interdis de rire. Là, on rigole, mais le mec, il vous sort ça, il vous demande la différence entre un pain des Landes, et un chêne. On se dit, waouh! J'écoute, reste à côté de moi et prends des notes. Mais le mec, il a eu du courage de venir plus que les autres, quoi. Hein. Oh, un adulte. Mais j'ai eu un Bordelais, vous savez, vous voyez où est Bordeaux, il n'avait jamais vu la mer de sa vie, l'océan de sa vie, c'est à 70 bornes.
Donc on dit les Parisiens, ils confondent un poisson, enfin le poisson avec les yeux dans les coins, tout ça. Mais il y a des Bordelais qui n'ont jamais vu la mer. Enfin, j'en ai connu un, pardon. Restant. Donc voilà, ça peut arriver. Et ce mec qui paye pour aller en stage de survie, je trouve ça très courageux. Donc je m'interdis de me moquer de lui. Et puis le mec, il a gratté, je me rappelle, il a pris mais 20 kilos de natte au moins. Il prenait des photos et tout. Je suis son idole, je suis son dieu, hein. Mais voilà, non, il y a des gens qui partent de très très loin, mais moi je trouve ça très courageux. Puis il y en a d'autres qui ont vécu des expériences de malades. J'ai même des militaires qui ont fait la guerre, qui ont entendu des balles siffler. Je me rappelle d'un qui était infirmier de guerre. Il s'entraînait à porter un mec Sur sur son dos. Et ben, le mec s'est pris une balle dans l'œil, quoi. Il est mort. Un Français, il y a eu 10 morts en Afghanistan là, il y a quelques années de ça. Donc des histoires terribles qui ont, pour moi, ils ont vécu des situations beaucoup plus graves que ce que nous, on l'a en vie. Donc ça relativise vraiment les choses aussi. Ça nous remet à notre place. Donc Alors, voilà. vous racontez donc dans votre livre que lorsque l'on vit une situation de survie, on a des réflexes très différents. Ouais. Et il y en a donc, vous observez tout style de sentiments. Il y en a qui dépriment, il y en a qui se mettent en colère. Ah, souvent, on cherche un bouc émissaire. Ah oui, aussi, bah ça c'est le coup classique. dans Ça, le groupe. on est fort en français pour ça aussi. Alors je voulais vous demander quelles étaient les réactions les plus répandues et surtout comment vous appreniez à vos stagiaires à apprendre à lutter contre ces phénomènes psychologiques qui sont somme toute assez naturels. Une bonne claque. Bon, déjà, vous avez compris, on se marre bien en stage, hein. Il y en a qui ont fait des stages avec moi. Je pense qu'on se marre bien, hein, Alexandre. Bon. C'est longtemps que je ne l'avais pas vu. T'as pas pris un peu? Faudrait peut-être que tu viennes en stage. Quelques insectes. Mais ouais, non, ce qui revient souvent, c'est la personne qui. Alors souvent, c'est le guide, c'est la personne à qui vous avez fait confiance, qui vous amène dans une situation. Je l'explique aussi dans le livre. C'est pour donner une image, c'est les bronzés font du ski, vous savez, quand ils se plantent de chemin. Bon, ben voilà, Popeye, il s'en prend plein la gueule parce que c'est le guide qui les a amenés là. Puis à un moment donné, il y a la fourche de je sais plus trop quoi, là, de la fougne ou je sais pas. Et à chaque fois, il se plante. Il sait jamais si c'est à droite ou à gauche, mais à chaque fois, il se plante. Voilà. Et ben c'est pareil quand le leader, le mec qui vous a amené là, le guide, le copain vous a amené dans cette situation-là. Et puis à un moment donné, et ben il se rend compte qu'il s'est planté, mais il le dit pas pour pas vous faire peur, et il s'enfonce dans la bêtise, dans l'erreur. C'est l'idioptimisme dont vous Voilà, parlez. voilà. Et tout compte fait, il dit, je vais rattraper le coup et tout. Et puis, ben non, à un moment donné, la nuit tombe et le groupe se rend bien compte qu'il y a un problème. Et là, le secret éclate et le pauvre, il en prend plein la gueule. Parce que c'est facile de trouver un bouc émissaire et de taper dessus. Mais le problème, c'est que c'est la seule personne qui serait capable de vous remettre sur le droit chemin parce que c'est la seule personne qui connaît bien l'endroit. Vous vous en êtes remis à lui, vous ne savez même plus par où vous êtes passé. Lui, il s'en rappelle un petit peu, quoi. Et tout compte fait, ben, au lieu de l'encourager, de lui dire calme-toi, réfléchis bien, on va t'aider, on a confiance en toi, tu es encore notre ami, et ben non, on lui tape dessus avec tout ce qu'on a, on l'insulte, etc. Et lui, il déprime. Mais vous travaillez alors dans vos stages sur la maîtrise de ces sentiments Ouais, exacerbés. alors c'est facile à dire, hein, je ne suis pas psychologue, je suis pas. Mais oui, j'apprends, j'expose ce que les gens ont la majorité du temps comme réflexe, comme mauvais réflexe. Après, dans cette situation-là, même moi, je ne sais pas comment je réagirais. On ne le sait jamais parce que le stress nous envahit tellement que là, notre cerveau est en vrille, hein. Et on peut être déprimé, on peut tunneliser, comme j'explique, c'est-à-dire que eh ben, on se focalise sur un problème, style la vidéo part pas, la vidéo part pas. Ben non, mais le plus important, c'est qu'on se parle. C'est pas que la vidéo de 2 minutes sur les Philippines parte et on se trompe de problème. Et puis, ben, ou style en randonnée, je sais pas, on cherche si on a notre, je dis n'importe quoi, notre carte bleue qui nous sert à rien, alors qu'un téléphone portable serait vachement plus utile. Ou on cherche la météo sur le téléphone au lieu d'appeler les secours. Je sais pas, hein. On se trompe vraiment de problème. Il y a plein de phénomènes comme ça qui rentrent en jeu. Et après, dans un groupe, on espère qu'il y en ait toujours un qui ait le bon stress, et qui arrive à se calmer, à prioriser. Et la première chose à faire, bah, c'est de souffler pendant 30 secondes. C'est très lent, 1 minute, 30 secondes, pour réoxygéner le cerveau et faire le fond de son sac. C'est-à-dire qu'on est dans une situation très difficile. Est-ce que c'est vraiment la situation qui va nous faire basculer dans la mort ou est-ce qu'on n'est vraiment pas arrivé encore au bout du bout et on fait le check de tout ce qu'on a dans nos poches et de tout ce qu'on a dans notre cervelle, tout ce qu'on a dans notre savoir-faire et on essaye de faire quelque chose avec ça. Et souvent, on a la solution. Alors vous dites donc que la règle de 3 pour ne jamais tomber en situation de survie, c'est de savoir donc faire du feu,
construire un abri et savoir produire de l'eau potable. Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'en règle générale, les gens préparent suffisamment leur randonnée, leur trek? Bah non, venez tous. Oui, oui, non, 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 mais en règle générale, oui. Parce que ça se passe toujours, dans 99% des cas, ça se passe bien. Bien. Et puis, avec l'habitude, eh ben, on oublie certains fondamentaux, certaines bases. C'est-à-dire toujours prévenir quelqu'un avant de partir, regarder la météo, regarder bien ce qu'on a dans son sac. Le meilleur exemple, parce qu'on m'en parle tout le temps, c'est le film où il se coupe le bras 72 heures? Non, 127 heures, beaucoup plus. Qui dit mieux? Ah oui, il reste Voilà. dans la faille, Et oui, bloqué. il est parti comme un amateur. Il est parti sur son vélo, la nature même, je fais partie d'elle, et il a oublié les bases. Il a pris un couteau qui coupait pas, il a oublié de dire il n'a pas décroché son téléphone, c'était sa mère au bout du fil. Il aurait pu lui dire maman, je pars dans la nature, je reviens mardi, on se téléphone mardi. Elle se serait beaucoup plus vite inquiétée et les secours auraient été lancés beaucoup plus tôt. Il n'aurait pas été jusqu'à se couper le bras et il a failli mourir 10 fois ce mec-là. Et ça vient toujours d'une négligence bête à la base. Voilà. Et donc, faut vraiment pas perdre de vue ces petits trucs insignifiants. C'est demander au vieux là, qui est à la terrasse du café, du bar du coin, là, le temps, mon gars, et qu'est-ce qu'il va se faire là, dans la montagne là? Parce qu'ils annonçaient du beau à la météo, mais à la météo, vous savez, lui, ça fait 3, 4, 100 générations qu'il est dans la vallée, il connaît la météo par cœur. Donc lui, s'il vous dit que le brouillard va monter à 4h07, vous êtes sûr qu'il aura raison, lui. Météo France, ils ne savent pas, même si maintenant il s'améliore, mais il vaut mieux avoir Météo France et le vieux du village qui vous disent la météo. Avoir un bon couteau, de l'eau, et puis un téléphone chargé qu'on éteint. On dit à sa voisine le code de PIN pour l'ouvrir. Et puis si jamais vous tombez dans les pommes, si jamais il y a un accident, ben, quelqu'un d'autre peut se servir de votre téléphone, faire le code et appeler les secours. Le téléphone, c'est vraiment un super outil de survie. Il ne sait pas faire du feu encore. Si, mais Ça une ne fois. saurait tarder. On le bousille, ouais. Alors justement, vous décrivez dans votre ouvrage des pages et des pages, je crois 40 façons différentes de faire du feu. Tout ça, c'est le fruit de votre expérience. C'est extraordinaire. On apprend qu'on peut faire du feu avec un préservatif rempli d'eau, avec une canette de soda qui fait four solaire. Enfin, moi, j'ai appris des tas de détails. Est-ce que c'est ce que vous apprenez? Vous apprenez quelques techniques à vos stagiaires? Oui, en stage, on fait à peu près en moyenne 5 techniques. Faire du feu en toutes circonstances. Oui, il y a milieu toujours humide, voilà, vaut mieux avoir, c'est comme un jeu de cartes, vaut mieux avoir plein d'atouts dans son jeu, et puis on sort le meilleur atout. Ça sert à rien de vouloir faire du feu avec le soleil quand il n'y en a pas, quoi. Donc ça, on oublie. Oui, c'est bête, mais il y en a qui s'évertueraient à essayer de faire un truc avec une loupe alors que c'est nuageux. Puis encore faut-il avoir une capote dans sa poche, mais ça peut arriver. Hein, voilà. On se rend compte aussi que les déchets dans l'environnement jouent un rôle. Il y en a partout. Mais malheureusement, jouent aussi un rôle parfois positif Primordial, en termes de survie, bah là, parce que vous les utilisez à de nombreuses reprises ouais. pour produire de l'eau potable, pour faire du feu. Moi, je suis un grand nettoyeur. Nicolas Hulot doit m'aimer parce que à chaque fois que je fais un stage dans un endroit, je le laisse clean. Parce que là, vous avez vu aux Philippines, mais on a fait un ménage de malade. La plage paraissait propre, mais on a trouvé un demi-litre d'eau tous les jours sur la plage, un demi-litre d'eau douce dans les bouteilles. Et on a calculé, on a observé une bouteille ou un morceau de plastoc qui arrivait tous les jours sur la plage. Donc imaginez, ça fait 365 morceaux de plastoc, de bouteilles, etc. J'ai même bu un fond de rhum arrangé. J'ouvre la bouteille, waouh! Au bout de 3 jours, vous n'avez pas de goût de sel, plus de goût de sel, de sucré dans la bouche. Quand vous inhalez un fond de rhum, waouh, ça vous saoule direct. Bon, je l'ai bu en douce et je leur ai dit, j'ai trouvé une bouteille en verre. Mais ouais, et voilà, donc c'est vraiment un gros tas d'ordures sur lequel on est. Et bon, heureusement pour moi, c'est le seul moment où les déchets peuvent nous sauver la vie, c'est en survie. Mais j'ai découvert des déchets partout. Là, dernièrement, j'ai fait un stage bite et couteau où on part juste avec son couteau dans la forêt en Dordogne. Mais c'est dingue, tous les déchets. Alors, c'est souvent des tas d'ordures des années 60, quand il n'y avait pas encore les déchetteries. Mais les vieilles lessiveuses et compagnie. Mais il faut voir, là j'avais un groupe, mais il a fallu que je revienne avec la voiture sur le bivouac pour tout déménager, tellement qu'ils m'en avaient amené des déchets. J'avais 3 mètres cubes de déchets, et on a eu un palace en abri. Ils avaient trouvé des vieilles bâches, des trucs, mais
Voilà, donc ça, je sais qu'il y a une zone, là, elle est bien ratissée, c'est bien. Mais à chaque stage, et on en fait 60 dans l'année, à chaque fois, on trouve des déchets. Donc, il y a du boulot encore. Alors concernant l'abri, donc on apprend dans votre ouvrage qu'il y a 3 types de bivouac que l'on peut, voilà, Ouais. et que la ficelle ou la corde n'est pas indispensable en pleine nature. Alors, c'est comme tout, pour faire du feu, un briquet, c'est vachement bien. Si vous avez de la corde, c'est vachement bien aussi. Mais si on n'en a pas, c'est pas une fin en soi. On peut trouver des assemblages, donc ça c'est mon passé de menuisier, ébéniste, charpentier qui me sert aussi. Des assemblages très solides, hein, les fameux trépieds avec les Y, voilà. De tissus végétaux, de... Oui, on peut faire de la corde aussi, mais pour faire 2 mètres de corde, il faut 2 jours avec des orties. Mais Mm. 10 minutes avec des ronces, c'est moins solide, mais ça peut aider. Mais maintenant, moi j'essaie d'expliquer aux gens que si on n'a pas le matos, c'est pas une fin en soi, on peut s'en tirer, ça va être moins pratique, ça va être plus long, plus laborieux, mais on peut encore faire beaucoup de choses. En Mm. définitive, c'est croire en ses capacités, croire en ce que la nature peut nous offrir, et puis après, il faut faire avec tout ça. Mais ouais, c'est le côté créateur, ça. Mm. Mais voilà, une corde, c'est pas indispensable, mais voilà, là j'ai 1,50 m là, j'ai 1,50 m là, les lacets, vous aussi. Mm. Je sais pas, le chef, on peut en faire aussi des cordes. Là, on a peut-être 300 mètres de cordes à nous tous. Et on peut faire plein de choses ensemble, des bretelles, génial des bretelles. Alors, oui, donc toujours dans cette règle de 3, vous expliquez que boire une eau pure et saine en situation de survie, c'est multiplier par 100 ses chances de survie. Et donc, comment produire une eau potable? Alors, avec vous, on révise ces sciences naturelles, puisqu'on découvre que les yeux de poisson sont une des meilleures sources d'eau. Oui, puis en plus, J'imaginais c'est pas. hyper riche. Oui, Les yeux, de toute façon, alors faut y aller quand même. faut y aller. Ah bah ouais, mais quand c'est ça ou se Oui. dessécher, on se pose plus la On se même pose plus question. la question. Ouais. Vous donnez aussi des petits trucs, fixer des t-shirts en coton à ses chevilles, comme ça, si Ouais. on marche dans des Ouais. milieux humides, on recueille l'eau. Voilà, au moins, on a les pieds mouillés, mais ça sert. Alors on se pose la question, quand vous parlez de l'incident, quand on a quelqu'un de blessé avec soi, lorsqu'on a un accident, est-ce qu'il faut plutôt bouger pour être secouru ou surtout ne pas bouger, rester avec la personne? Qu'est-ce que vous conseillez? Ah bah il y a tellement de cas de figure, je vais vous faire une réponse de Normand, quoi. Des fois, il faut bouger, des fois, il ne faut pas bouger. Généralement, quand on est deux, qu'il n'y a aucun moyen de se signaler, le téléphone ne marche pas, on n'a pas pu faire du feu pour se signaler, et puis en plus, pire, on a dit à personne où on allait, donc personne nous cherche. Ça, faut bouger. Alors, si la personne peut avancer, eh ben, on essaie de la faire avancer sans empirer sa blessure. Je sais que les secouristes, s'il y en a dans la salle, ou les pompiers vont hurler, mais des fois, moi, j'ai fait marcher une personne qui avait une triple fracture de la cheville dans la jungle. C'était le seul moyen de le sortir. Les hélicoptères ne pouvaient pas venir. L'endroit où on était le pire endroit du stage, où bien sûr il fallait pas tomber. C'était le plus gros du stage. Enfin, ça arrive toujours. On accumule vraiment les galères, journée de grosses galères. Bon, ben, on lui a fait des béquilles, on lui a fait une attelle, et on l'a fait marcher sur 400 mètres, ça a duré 1 heure, mais on ne pouvait pas du tout le porter pour arriver dans un lieu où on avait fait un brancard avec une bâche, on l'a brancardé sur 1 kilomètre. Mon dos s'en souvient encore. C'est très très dur. Et pour l'amener au camp 1 où on devait bivouaquer, là je savais qu'on pouvait l'extraire avec une moto, c'était en Asie, donc les motos vont partout dans la jungle. Donc il y avait une moto qui était là pour le descendre au village, qui le mettait dans une voiture, qui l'amenait au dispensaire. Enfin, c'était une galère sans nom, ça a duré 3 heures à peu près, 2h30, 3 heures, pour voir la radio et triple fracture. Mais là, voilà, si on le laissait dans la jungle, bah, qu'est-ce qu'il il crève? Non. Et là, c'était exceptionnel de Ouais, gravité. mais de toute façon, voilà, c'est une situation de survie pour lui. C'est ça. C'est-à-dire que si on le laisse comme ça, ben là, il y a peut-être hémorragie, il y a peut-être amputation, il y a peut-être gangrène. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses. Donc là, il faut le sortir le plus vite possible. Et là, ce moment-là, il fallait le faire par tous les moyens, le bouger. Et puis dans d'autres moments, reste là, on te met en sécurité, tu as ton eau, tu as ton feu, je reviens dans 2 heures, je vais tout droit, je vais à la route, parce que j'ai ma carte, je sais qu'il y a une route ou une piste où il y aura des gens qui vont passer, je vais attendre que quelqu'un passe, je signale notre présence, je reviens vers toi, je reste avec toi et les secours vont arriver, c'est sûr, aujourd'hui ou demain. Et il y a juste à tenir. Voilà. Chaque cas de survie est différent et il n'y a pas de plan préparé à l'avance. On a beau inventer tous les plans possibles et inimaginables, il y a toujours, l'improbable qui arrive. Et c'est ça la situation de survie en définitive. Alors votre livre est exceptionnel au niveau des ressources naturelles pour se nourrir et pour se soigner.
On apprend toutes les vertus des plantes, les protéines contenues dans 1000 insectes. Bah ouais. Là, c'est un petit peu koh, on a un peu du mal à s'imaginer ingurgiter les vers les fourmis, etc. Mais bon, ça semble possible. C'est ce que vous apprenez également à vos stagiaires? Ben oui, oui, et à mon grand étonnement, ils le font. Ça fonctionne. Ils le font, c'est des fous. Il y a des trucs que moi, oui, je sais que ça se mange, je l'ai fait, j'ai goûté, Il y en a qui ont c'est des pas têtes bon. terribles, hein. Mais ben eux, ils y vont, hein. Mm. C'est hallucinant, hein. Ils ont payé, il faut que ça soit rentable, hein. Mais oui, oui, non, c'est génial parce qu'ils tentent vraiment et il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Enfin, moi, j'ai appris comme ça, Mhm. en faisant plein d'erreurs et en testant tout ce qu'il y a dans le livre. Je l'ai testé, je l'ai fait et je sais que ça marche. Alors, ça marche sur moi et ça marchera peut-être pas sur d'autres personnes. Mais je sais que moi, pour moi, ça me correspond. Et ouais, 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 à mon grand étonnement, ça marche. Puis après, je me suis renseigné parce que j'ai des gens super balèzes qui viennent en stage, qui sont beaucoup plus balèzes que moi dans certains domaines. J'ai des botanistes, j'ai des nutritionnistes, j'ai des sportifs de haut niveau, j'ai des spationautes, j'ai des gens qui sont issus du RAID, j'ai des militaires de carrière. Et bon, bah, ces gens-là, quand ils sont là, je leur pose plein de Vous questions apprenez et à votre j'apprends tour, hein. constamment. Alors, je leur apprends des trucs, puis eux, ils apprennent. Mhm. Ils m'apprennent des choses. Donc, j'apprends constamment. C'est pour ça que je peux me targuer de savoir quelques petits trucs comme ça. Je ne sais pas s'il y en a des milliards, parce que chaque thème devrait, ne contient même pas dans 1000 pages, quoi. Mhm. Donc, chaque thème devrait avoir un bouquin ou C'est 10 que vous bouquins. abordez à chaque fois, à chaque fois, c'est 4 ou 5 milieux différents. Ouais, Il y a voilà, dans la donc jungle, dans la mangrove, dans le c'est milieu tempéré, et à chaque fois, ça c'est mériterait infini. Ouais, 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 un ouais, livre. ouais, ça viendra, ça viendra. Et alors après, vous nous donnez des petits trucs. Alors, il y en avait qui m'avaient amusé, par exemple, la gourde berbère. Bah oui, ça c'est un berbère qui n'a jamais été à l'école de sa vie qui m'a appris ça. Voilà, le mec, je lui ai dit, écoute, toutes ces techniques-là, mais c'est pas possible. Expliquez-nous le principe, la gourde berbère. Ben, en définitive, c'est de mettre une couche d'air. Le meilleur isolant du monde, c'est l'air. Hein, la laine de verre, qu'est-ce qu'elle renferme? Elle renferme de l'air. Le polystyrène, tout ça, c'est pas des produits très bio et très, on a vu, mais en réalité, on cherche à capturer de l'air et l'emprisonner entre deux couches pour nous isoler. La gourde berbère, c'est exactement ça. Je fais un clin d'œil à Mousse d'ailleurs. On met de l'air entre l'extérieur et l'intérieur de la gourde remplie d'eau. Et pour qu'il y ait plus d'air possible, on met des petites graines qui germent parce qu'on aura mouillé la couche extérieure de tissu Ça va et pousser. les germes vont pousser, ils vont pousser les deux couches de tissu et vont faire comme de la laine de verre, vont mailler les deux couches de tissu et vont protéger la gourde de la chaleur. Donc, Rafraîchir l'eau. ouais, et l'eau reste. Alors voilà, quand on est dans le désert, quand on boit de l'eau fraîche, c'est qu'elle est tiède, quoi. Mm. Mais on a l'impression qu'elle est fraîche. Voilà. Mais vous n'aurez pas de l'eau à 10 degrés, il ne faut pas rêver. Et ce qui m'a amusé aussi, c'est l'impact du capot de la voiture par rapport à la boussole. Alors ça, Ah ouais. ça arrive tout le temps. Sur le livre, c'est ma mère qui est là. Ah Je oui. lui ai dit, voilà. On pose la carte sur le capot de la voiture. Ouais, On pose la boussole et- elle est contente, la boussole, elle danse. Ouais. Mais je lui ai dit, voilà, mets la carte au nord. Oh, elle a dit, je comprends pas, j'y arrive pas, ça bouge tout le temps. J'ai réfléchi un peu. Je sais que ma mère est. Oh, lapsus révélateur. Ma mère est très nulle en orientation. Donc voilà, ça m'a bien fait rire. C'est un Et plan on de l'a pris en repère. photo et j'ai dit, tu seras dans mon livre. Voilà. Alors vous apprenez aussi quelques réflexes par rapport à des animaux. Donc Oui, la boussole, elle est Pardon. folle parce que le moteur est en métal et la tôle aussi. Hein. C'est ça, Voilà, c'est c'était pour ça que la l'explication. boussole ne comprend pas où les aimants se trouvent dans la boussole et elle tourne en rond, elle est toute folle. Voilà. Alors concernant les animaux, donc il y a par exemple le sanglier où il faut surtout pas se placer entre les parents et les petits. Ouais. Ça c'est la chose à éviter. Partout, hein, tous les animaux, même les humains. L'ours, il faut s'en éloigner lentement en se retournant pas et en le quittant pas des yeux. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Mais vous dites que c'est pas les plus grosses bêtes qui causent le plus de problèmes. Ben non. Et que c'est voilà, les insectes, les moustiques. Voilà, moustiques, qui ont fait le plus de ravages dans vos troupes. 25 000 morts par an. C'est ce dont vos stagiaires souffrent le plus quand ils vont dans des Alors, zones tropicales. moustiques, pas trop, parce que je m'arrange pour qu'il n'y en ait pas trop. Mais il y en a quand même. Alors, il faut se méfier des moustiques tigres et puis toutes les zones paludiques, mais je les évite en stage. C'est plus facile à gérer parce que les gens, quand ils mangent les fameux petits cachets contre le palu, ils deviennent complètement dingues. Ça leur monte à la Ça tête. dérègle Ça dérègle, puis ils organisme. ont des cauchemars, ils ont des hallucinations. Franchement, j'ai des gens bizarres. Alors maintenant, et malgré tout, je vais dans les zones qui ne sont pas infectées par le palu et j'en ai toujours un ou deux dans le groupe qui bouffent ça.
Et donc, au mieux, ils sont malades, ils ont des nausées, etc. Et au pire, j'en ai qui m'ont raconté de ces trucs dans la nuit. Ouais, non, j'en ai perdu une dans la jungle, hein. Ah oui, Peut-être qu'elle nous voit sur Facebook, mais on l'a cherchée 3h30. Moi, je pensais qu'elle était d'accord. morte, hein. On C'était le était à 100. traitement. C'était le traitement. Ouais, 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 Mm. qui lui montait à la tête. Mais enfin, le moustique reste l'animal le plus dangereux et de loin, avec 700 000 morts en moyenne sur Terre par an, à cause du Mm. palu et toutes les maladies qui le véhiculent. Et après, bah, derrière, on est pas mal placé. Nous, on a 425 000 morts. Les hommes tuent les hommes. Et puis, bah, loin derrière, il y a l'ours. Et puis, le requin, il finit la marche avec entre 1 et 10 attaques par an Mm. mortelles. Alors, c'est dit trop, mais Très médiatisé. par Ouais. rapport aux 725 000 morts, c'est rien. Alors Denis, on arrive un petit peu à la fin de la conférence. On va terminer peut-être quelle est l'anecdote la plus incroyable que vous puissiez nous raconter, peut-être la situation où vous êtes retrouvé la plus compliquée à gérer et comment vous en êtes sorti, Alors, il y en a pas mal. Je m'en suis sorti. vous ou vos stagiaires, ou seul ou en groupe. Là où vraiment ça a craint, c'est quand j'ai perdu, oui, il y a 2 3 ans de ça, elle s'appelait Marion, je crois, dans la jungle. Oui, j'ai vraiment cru qu'elle était tombée. Il y avait un promontoire rocheux de 400 mètres à 100 mètres du bivouac. Et c'est le point de vue superbe sur la Birmanie, c'est génial. Et moi, je me suis dit, elle est tombée, c'est pas possible. Et on l'a cherché, recherché, il s'est mis à pleuvoir, il commençait à faire nuit. Mon local, mon porteur local, je lui ai dit, écoute, sans le téléphone, j'ai un téléphone d'urgence quand même. Je dis, téléphone à ton village, et il faut que tous les mecs viennent la chercher. Il faut qu'on la retrouve avant la nuit. Et là, je me suis dit, c'est mort, quoi. Alors là, c'est fini pour moi, il faut que je change de métier, quoi. Même si j'ai toutes les assurances, mais voilà. Et non, c'est qu'elle avait pris du palu, puis elle avait raté le bivouac, et puis elle a continué à marcher tout droit. Et on l'a retrouvée, là, complètement hagard. J'ai dit à Ah mon oui, groupe, pas surtout, consciente vraiment. surtout, vous l'engueulez pas. Mm. Elle doit être encore plus en détresse que nous. Donc on la rassure, on lui donne le peu qu'on a à manger, et puis on essaye de la réchauffer, etc. Elle est arrivée sur le camp, je dis, t'as faim? Oui. Elle a pris la nourriture, elle dit, je vais me coucher. Même pas merci, même pas merde. Putain, on était mais liquéfiés. On était complètement abasourdis Ah par, ouais. Ouais, par sa réaction. Mm. Et ben non, elle n'a pas du tout pris conscience c'était Vous vraiment aviez eu très très si chaud. peur. Ouais. Ça, c'était avec mes stagiaires. Et puis après, tout seul, avant que je fasse des stages de survie, c'était quand je suis tombé nez à nez avec un éléphant en Afrique, quoi. Un beau mâle. Bon, ça, c'est bien dans les films. Vous savez, quand il y a la télé entre vous et l'éléphant. Mais quand il est à 30 mètres de vous, un éléphant de 6 tonnes, c'est très gros, quoi. Alors, on était sur une piste, hein, voilà, mais on marchait. Et puis bah, là, il vous regarde et puis il commence à étaler Ses oreilles. ses Ouais. oreilles. Alors, je peux le faire un petit peu parce que j'ai grandes oreilles. Et puis il vous dit, là, mon gars, tu passeras pas. Et si tu me fais un pas de plus, parce qu'il vous parle, hein, là, vous comprenez très bien le langage de l'éléphant. Si tu fais un pas de plus, eh ben, je te charge, quoi. Et ben là, vous reculez. Alors, pareil que l'ours, Donc, vous reculez en fixant. gentiment. Et Ouais. voilà. Et puis, si vous charge, eh ben, le guide local, là, tanzanien, vous dit ben, c'est pas grave, faut attendre, faut attendre, faut attendre. Et puis, au dernier moment, hop, faut aller en pas chasser. Voilà. Alors, tout ça, c'est de la théorie. Oui, oui, oui. Et puis, en pratique, bah, vous faites ce que vous pouvez, quoi. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est la théorie. Quand une bestiole est très, très a décidé de vous charger, un ours, ça peut vous suivre à la trace sur des kilomètres Vous et des dites dans journées vos livres entières. que c'est l'hippopotame, je crois, le plus L'hippopotame. lunatique Alors lui, ouais, l'hippopotame. qui a ses, Alors moi, je ses suis de têtes. Bordeaux et à Bordeaux, il y a eu récemment, il y a 5 6 ans de ça, 10 ans de ça, quelqu'un qui est mort, un patron de zoo, le zoo de Pessac, pour pas le nommer, et c'est un hippopotame qu'il avait depuis 30 ans. Et un jour, il est arrivé dans son enclos avec un nouveau petit tracteur pour nettoyer son enclos. L'hippopotame, il n'a pas Il n'a pas aimé aimé. la couleur du tracteur. Ouais. Il l'a pilonné, quoi. Mm. Et il l'a pas lâché, et il est mort. Mm. Et dans la nature, c'est encore plus lunatique. Vous pouvez passer en pirogue à côté à 5 mecs de l'hippopotame, il va rien Mm. vous dire. Mhm. Et puis vous repassez 10 fois, il va rien vous dire. Et la 11e fois, Mm. bah, il va vous broyer. Mm. C'est complètement barjot. Et c'est l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique avec le buffle. Mm. C'est loin devant le lion. Voilà. Donc des fois, c'est tout rond, c'est tout joli, ça vit dans l'eau, sa queue qui fait comme ça quand ça fait caca, c'est tout, hein, ça ressemble à la barbe à papa un peu, enfin pour les plus anciens. Et ben tout compte fait, c'est très dangereux, beaucoup plus que le crocodile, etc. Donc des fois, il faut se méfier. Voilà. Donc, y a-t-il des questions pour Denis? J'imagine. Alors, oui, au fond.
Attends, le micro. Est-ce que vous aimeriez vous faire une virée avec Bear Grylls tous les deux Alors, je lui apprendrai à faire du feu. Ouais. Non, mais en gros, il est. Non, non, enfin, génial. Vous ça m'a connaissez fait- c'est quoi je le- peux pas cracher sur Bear Grylls. Il a tellement démocratisé dans la tête des gens l'activité que grâce à lui, ben, j'ai beaucoup de clients. Voilà. Après, ça ne reste que de la télévision. Moi, j'en fais un peu. On peut dire tout ce qu'on veut de lui. J'aimerais bien être à sa place. Voilà. Être aussi connu que lui. Donc, merci Bear Grylls. Et puis, je pense qu'il m'en apprendrait aussi. Et je pense que je lui en apprendrai aussi. Mais ouais, ça a l'air d'être un bon type. Et après, moi, j'entends plein de choses. Les gens arrivent, ils me disent ouais, Bear Grylls, c'est que du fake et tout. Attends, non, 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 mon gars, il fait de la télé. Et la télé, c'est du spectacle, c'est des images. Et qu'il y ait une autoroute qui passe à 400 mètres et qu'on le voit sauter un ravin. Et puis, si on regarde image par image, on voit qu'il a un mousqueton, etc., pour s'assurer. Et ben, moi, je serais à sa place, je ferais pareil. Si l'image est belle et si l'assureur de l'émission dit non, 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 il saute pas là parce qu'il risque sa vie. Et s'il meurt, eh ben, tout le monde est au chômage et Bear Grylls est mort. Eh ben, je ferai pareil que lui. Donc, respect et j'espère qu'il en fera plein d'autres. Et puis, ouais, j'aimerais bien le rencontrer. Mais bon, on a failli se croiser. Mais bah, peut-être que ça se fera un jour, j'en sais rien. Alors, une autre question. Euh, Est-ce que dans une de vos expéditions ou stages de survie, vous avez déjà eu affaire à un sujet que moi j'aime beaucoup, par exemple, vous avez un passage dans votre livre sur les animaux qui sont pas mortels comme l'hippopotame ou le lion, qui sont très massifs et assez sauvages, mais sur les animaux qui sont toxiques. Est-ce que vous avez eu déjà affaire à ça lors de... J'ai eu Comme peur. le poulpe ou la méduse ou... Ouais. Par exemple, la grenouille, l'animal le plus Ouais, venimeux au du monde. Nicaragua, là, la petite grenouille. Avez-vous rencontré les animaux Oui, les oui, plus oui. toxiques que vous décrivez dans votre... Oui, oui, il y a une petite grenouille qui fait 4-5 mm. Elle est jaune avec des points bleus. Bon, de toute façon, tout ce qui a une couleur vive, faut s'en méfier. C'est joli, mais. Donc voilà, oui, 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 bah, t'en vois plein, mais c'est pareil. L'animal le plus dangereux de la Terre, à part le moustique, c'est nous. Donc, arrivé un moment, pour se faire intoxiquer au curare parce que tu as caressé une grenouille au fin fond de la jungle, au Nicaragua, etc., il faut vraiment en vouloir, quoi. Donc, c'est pareil, faut essayer de déminer les situations où vraiment tu risques de sa vie avant que ça arrive. Donc tu te dis là où ça craint, là il y a des grenouilles, là il y a des lions, il y a des hippopotames, ben, je contourne le lieu, quoi. Je ne vais pas m'aventurer. Alors si pour la photo, tu te fais accompagner de quelqu'un qui connaît mieux l'endroit que toi, toujours, et puis lui il va te la montrer, la grenouille, il va même la prendre. Il y a une photo dans mon livre, tu le vois, il la prend comme ça, il la prend par-dessous comme ça. Puis les migales, c'est pareil, il faut vraiment aller creuser dans le trou, aller la déranger pour elle te crochette. Mais autrement, Vous n'êtes jamais réveillé dans votre bivouac non, avec non, une non, migale non. Alors j'ai sur de la les pieds chance, mais bah, j'ai une anecdote comme ça. Premier stage en Thaïlande que je fais, je le repère, etc. Et j'y vais avec ma femme. Il y avait peu de stagiaires. Ma femme fait partie du groupe. Et puis, ben, j'avais un stagiaire qui me sort le dernier jour une gourde à filtrer l'eau, vous savez. Un truc qui valait, mais je sais pas combien de centaines d'euros. Je dis, mais ça, mais tu peux boire n'importe quoi avec ça. L'eau de la rivière, même ta pisse, tu peux la boire, tu la filtres, il n'y a pas de souci. Et je lance à la cantonade, mais qui est-ce qui veut faire pipi? Et ma femme qui était là me dit, moi. Oh, je dis, putain. Et je la vois, elle sort de son hamac, il faisait nuit, hein, et elle s'en va dans la jungle, pieds nus, comme ça, pisser, enfin faire pipi, pardon, uriner. Je dis, mais elle est complètement folle. Elle revient, alors que 3 jours avant, elle avait peur de la moindre araignée qui était là, ou la moindre empreinte par terre, et là, elle s'en va pieds nus dans la jungle. Je dis, mais ça va pas. Ah oui, mais non, mais je me sens bien et tout. Là, je me sens dans mon élément. Je dis, mais oui, mais attends, la nuit, tous les animaux sortent, il y a des araignées, etc. Machin. Enfin, bon, pour l'anecdote, elle a fait pipi dans la gourde, il a filtré, et tout le monde en a bu. Et après, j'étais la voir, je dis, mais ça va pas, non. Elle me dit, écoute, tant qu'à boire de la pisse, autant boire la mienne. Je suis pas bête, voilà. Donc voilà, quand on se sent bien dans un... On prend confiance en soi, Voilà, certainement voilà, ouais, aussi. ouais. Mais quand on respecte les règles de la nature, eh ben, on ne se met pas entre deux arbres où on voit qu'il y a un passage d'animal dangereux. On ne se met pas en bivouac près d'une rivière où on a vu des traces de tigres. Enfin, voilà, ça paraît évident, mais il faut bien checker l'endroit où on va bivouaquer. On fait un peu du feng shui, un peu. Et puis, ben, ma foi, on évite pas mal d'erreurs et pas mal de galères.
Il faut juste connaître l'environnement dans lequel on est, et puis il n'y a pas de souci. C'est nous les animaux les plus dangereux. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça vous évoque, la mode du survivalisme, en fait un peu ces personnes qui préparent un abri au cas où, avec de la nourriture. Un peu fin du monde. Un peu fin du monde, en fait. S'ils sont heureux, tant mieux. Parce que le but de la vie, c'est d'être heureux pour moi. S'ils s'épanouissent dans leur truc, parfait. Maintenant, moi, vous l'avez compris, j'essaie de démystifier un peu tout ça. J'essaie d'être le moins anxiogène possible. Faut pas tomber dans la folie, quoi. Moi, j'ai remarqué, vous verrez dans mon deuxième livre, quand il sortira, quand Nature et Découverte le diffusera, c'est la plupart du temps, les gens qui dérivent un peu, qui s'enferment dans cette façon de penser, ben, ça devient de plus en plus une façon de penser un peu sectaire, et ils se renferment sur eux-mêmes. Et quand vous êtes renfermé sur vous-même, bah, vous êtes plus ouvert au monde, vous êtes plus curieux. Et c'est là où ça devient dangereux pour vous et puis pour les autres aussi. C'est-à-dire vous finissez dans un bunker avec votre fusil chargé et vous tirez sur tout ce qui bouge pour sauvegarder votre baignoire pleine d'eau et vos boîtes de cassoulet. Voilà. Bon, pour moi, c'est pas ma vision de la survie. Je suis plutôt à essayer de valoriser le plus possible les capacités que l'on a chacun entre nous, de s'entraider. Alors c'est peut-être utopiste, ça se finira peut-être comme ça dans un bunker à tirer sur tout ce qui bouge et en essayant de bouffer nos boîtes de cassoulet en attendant que la radioactivité baisse et pour pouvoir sortir et avoir les yeux tout verts la nuit. Voilà, peut-être que ça se finira comme ça, mais maintenant il y a encore beaucoup de choses à faire. On peut encore croire, je pense, en l'humanité. Putain, en parlant là. Donc, et puis c'est tellement plus joyeux de parler des petits oiseaux et de dire ce qui se mange, ce qui se mange pas, avoir des nouvelles expériences, construire des cabanes, dormir dedans, aller visiter le monde, aller dans les endroits fabuleux, essayer de revenir à l'âge de pierre un court instant, faire du feu avec 2 morceaux de bois. C'est tellement plus gratifiant. Voilà, moi je préfère cette version-là. Après, je vous dis encore, je respecte. Hein. S'ils m'embêtent pas, je les embête pas. Et encore une fois, s'ils sont heureux, s'ils s'épanouissent, tant mieux, tant mieux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais danger, hein, tout ce qui réduit la curiosité, pour moi, danger. Oui, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure des spationautes. Ils vous avez appris quelque chose. Vous avez des exemples? Bah, c'est Patrick Baudry. Alors c'est un très vieux, il est plus jeune. Il a été dans l'espace. Vous étiez même pas né encore. Et bah, j'ai eu la chance à Mérignac. J'habite à Mérignac. Le siège social de l'entreprise est à Mérignac. Et de temps en temps, j'y dors. Et j'ai eu la chance d'assister à une des conférences de Patrick Baudry parce que Mérignac, c'est vraiment le berceau de l'aviation française. Enfin, ils ont fêté les 100 ans de l'aviation et ils ont invité des gens qui s'y connaissaient jusqu'à des spationautes. J'ai discuté avec lui, très abordable, tout ça. Et c'est là où il m'a raconté cette anecdote. Je dis, mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il a raison, quoi. Et c'est vrai que, après, je connais que lui. Hein. Et indirectement, je connais une fille qui travaille comment ça s'appelle, l'organisme français CNRS, le SCNES. Voilà. Et elle discute et elle envoie des trucs à notre spationaute, là, comment ça s'appelle celui qui est, vous avez compris que les noms, c'est pas mon. Je peux pas briller dans les soirées de Monsieur l'ambassadeur. Mais voilà, et elle a communiqué avec lui là ces derniers jours. Donc, et elle vient en stage de survie avec moi. Ça fait 4-5 fois que je viens et qu'on la voit. C'est une petite bonne femme, elle est mignonne comme tout. Je dis, mais pourquoi tu viens? Elle me dit, oh, je m'emmerde dans mon boulot. Alors qu'elle discute avec un mec qui est dans l'espace, quoi. Et elle vient retoucher vraiment à l'essentiel, elle vient se tester, elle vient s'épanouir avec nous à l'autre bout du monde. Vous formez d'ailleurs des professionnels comme ça dans des professions un peu extrêmes, vous disiez des militaires ou oui, ça des arrive gens... Peu souvent, les militaires, ils viennent trouver autre chose chez moi. Ils viennent trouver... chez nous, on ne donne pas d'ordre, on ne les fait pas rentrer dans la boue, il n'y a pas de balles qui sifflent au-dessus des oreilles. On voit l'entraide, la solidarité, l'esprit de corps, comme eux voient dans leur profession. Mais après, on leur montre la nature autrement. Où
voilà, où le danger n'est pas là où il se situe. Eux, c'est l'ennemi. L'ennemi, il faut le neutraliser. Voilà, faut lui tirer dessus avant qu'il nous tire dessus. Là, nous, non, on voit passer un mec, mais c'est notre sauveur. Donc, la façon d'aborder la survie est complètement inversée. Donc, le militaire vient chercher complètement autre chose. Et puis après, j'ai des gens, là actuellement, il y a peut-être 10 ou 15 personnes qui font le tour de la Terre. Il y en a une qui fait le tour de la Terre depuis 10 ans à pied. D'ailleurs, elle est dans mon livre, Caroline Moirot. Ah oui, oui. C'est une folle, quoi. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ouais. Elle a calé un an au Japon. À mon avis, elle a trouvé un petit copain. Puis hop, elle est repartie. Là, elle a presque fini. Elle fait des stages avec vous également. Oui, elle en a fait 3-4. Puis quand elle va revenir, j'espère que je vais la revoir. Enfin, ça devient des amis. On se suit sur Facebook, etc. Il y en a qui vont voir le bus d'Into the Wild. Là, voilà, j'en ai plein. Et puis, il y en a toujours 15, 16, 17. Puis il y en a même qui vont à la rencontre de Carole Moirot. Parce qu'elle se trouve, j'en avais un, elle était en Turquie, il a marché 3 semaines avec elle. Voilà, qui était venu en stage. Puis on se connaît tous comme ça. Ils se revoient entre eux. Ouais, c'est super. Justement, je voulais vous poser une dernière question. Dans votre livre, vous dites que parmi tous les milieux, c'est la montagne qui est la plus dangereuse. Ah bah pour moi, oui. Qui n'épargne d'ailleurs pas les experts, puisque vous dites que chaque année, de nombreux guides de haute montagne. Il y a combien de temps? Il y a 2 jours, 3 jours Voilà. Un couple qui est parti avec un guide. Et il n'y a pas une saison sans qu'il y ait un guide chevronné qui laisse la peau. Est-ce que vous avez une explication à pourquoi c'est un environnement qui est aussi hostile, alors déjà, si difficile? je dis ça parce que c'est l'environnement que je maîtrise le moins. Je ne suis pas guide de haute montagne. Et même ceux qui le maîtrisent, ils y passent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est aussi dangereux que la haute mer, sauf que la haute montagne, elle est accessible tout de suite. Hein, vous montez avec votre petite bagnole, là, l'été, et vous êtes en short, en basket, à 2000 sur un parking de sport d'hiver. Et une demi-heure après, vous êtes à 2005. Et une heure après, vous pouvez être à 3000 mètres d'altitude, parce que c'est facile de monter à 3000 mètres dans les Alpes. Certains massifs sont très accessibles. Et là, à 3000 mètres, tout peut arriver. Alors en hiver, n'en parlons pas, mais en printemps encore plus, la fonte des neiges, mais le changement de météo est brutal, la chute de température est presque immédiate. Moi j'ai vu le brouillard arriver, tous ceux qui font de la randonnée en montagne le savent, vous pouvez voir arriver le brouillard, vous avez beau courir devant le brouillard, il vous rattrape. Et en 10 secondes, vous êtes dans la purée de poids. Et en 30 secondes, vous tombez et vous fracturez la cheville et vous avez beau appeler, vous êtes tout seul et voilà. Donc c'est impitoyable la haute montagne, impitoyable. Et pour moi, alors je suis radical et extrémiste, là pour le coup, limite si on ne voulait pas avoir de problème, il faudrait l'interdire. Il y aurait des jours où, non, on interdit le massif. Alors c'est ce qu'ils font, mais oui, aujourd'hui c'est rouge, il ne faut pas sortir. Mais si vous voulez sortir, vous sortez, hein, personne ne vous l'interdit. Et c'est là où on a le plus d'accidents, parce que les gens, c'est tellement merveilleux, c'est beau, c'est vrai que c'est grandiose, mais c'est hyper accidentogène, c'est aussi dangereux que c'est beau. Voilà. Alors Denis Tribaudot, merci beaucoup. De rien. On vous écouterait jusqu'au bout de la nuit. Je sais. Et là, on doit s'arrêter là. C'est ce que ma femme me dit toujours et je la saoule. Pas du tout. C'était passionnant. Et moi, je vous retrouve le 15 juin prochain pour une autre conférence tout aussi passionnante avec l'écrivain Raphaël Giordano, qui est l'auteur du best-seller Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, et qu'on va retrouver pour son nouvel opus qui sort début juin, qui s'appelle Le jour où les lions mangeront de la salade. Mais on y est dedans. De la salade verte.